Une femme ce soir, Emma Mira. On dit que quand elle était petite, elle avait la tête dans les étoiles. Elle est ostéopathe, psycho-énergéticienne, astrologue. Elle fait des lectures d'âme et des perceptions de la musique des êtres. Elle vient de publier un livre chez Mama Édition qui s'appelle La petite fille qui fit mourir la mort. C'est l'histoire de la mort d'une enfant. Elle a été visitée avec son mari à contempler l'incarnation de ses enfants dès 9 mois avant leur conception jusqu'à leur naissance et on verra bien après. Bonsoir à vous, bonsoir Emma Mira. Bonsoir, bonsoir Joël. Après la naissance de votre deuxième fille, l'aînée s'est noyée. Et alors j'ai fait des recherches en novembre 2023 en France. Il y a eu, il y a à peu près 1000 décès par noyade accidentelle, dont la moitié pendant l'été. 500 enfants en sont victimes, dont 10% en décèdent, ça fait 50 enfants par an. J'ai aussi vu qu'il existait la noyade sèche, mais en vérité, ça n'existe pas. Quand on vous parle de la noyade sèche, ça n'existe pas. Alors, vous avez fait une écriture automatique peu de temps après le départ de votre fille. J'ai commencé pour le livre, voilà. Mais c'est vrai que, en fait, des contacts avec Amélie, j'en avais depuis son coma. Donc, du coup, on parlait, entre guillemets, toutes les deux, depuis son coma. Euh, et j'avais fait quelques écritures automatiques, mais pas à destination du livre, vraiment pour moi, euh, avant. Je pense plutôt, j'ai commencé plutôt en septembre pour le côté écriture. Parfois aussi, les écrits qui sont, donc ça c'est mis dans le livre, soit c'est des écritures automatiques, les dialogues avec les Amélis, soit c'est moi qui m'enregistre avec mon téléphone, et où en fait je fais la voix de ma fille et ma voix, voilà, que je captais à ce moment-là. Et donc que j'ai retranscrit, donc à chaque fois il y a un chapitre, un dialogue, un chapitre, un dialogue, comme ça. Oui, Voilà. donc les communications, vous les aviez avant, puisque vous avez été invité avec votre mari à contempler l'incarnation de vos enfants dès 9 mois avant leur conception jusqu'à leur naissance et bien après. Un peu plus loin dans le livre, vous dites que vous communiquiez dans vos rêves avec elle quand elle était dans votre ventre et que ça Oui, s'était arrêté quand elle en était sortie. Mais finalement, c'est exactement. revenu dans le coma. C'est revenu dès que c'est, ouais, dès le coma, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle vous a dit du karma? Du karma. Alors, elle m'a expliqué une vie antérieure qu'elle a, déjà une vie antérieure qu'on avait ensemble, que j'avais vue dès la concep- avant la conception, genre 6 mois avant. Elle me tournait déjà autour et je comprenais pas pourquoi elle descendait pas, alors que vraiment je sentais que cet enfant était là. Et, euh, et j'en avais fait la demande, pourquoi elle est là et sans venir vraiment. Et donc j'avais revu une vie antérieure où c'était compliqué entre nous, où on avait été séparés avec douleur l'une de l'autre, et c'était elle qui était ma mère et moi son enfant. Donc ça, je raconte tout ça dans le livre. Euh, et, et au moment de sa mort, j'ai vu que ça contribuait, continuait à délier ces liens-là, à guérir ces liens-là, euh, noués dans cette vie-là. Et après, ce qu'elle m'a dit aussi, c'est que elle avait eu une vie apparemment de religieuse, un peu genre nonne ou quelque chose comme ça. En tout cas, une femme très amoureuse du Christ qui passait son temps à prier le Christ et sa mère Marie. Et en fait, elle était tellement dans l'amour pour Marie et le Christ qu'elle avait comme voulu savoir ce qui s'était passé dans le mystère de la crucifixion pour Marie
qui perdait son enfant et que du coup, il y avait dans cette mort précoce chez elle et du coup notre séparation, ce vécu-là. Voilà. Donc votre époux a un père aussi qui a vécu des NDE et qui est très branché aussi sur l'au-delà, hein, cette famille. Oui, c'est vrai. On est tous les deux de famille bien branchée sur l'énergétique. Voilà, on a, oui, tous les deux, les deux familles, on est un peu tombés dans la potion magique quand on était petits. Ouais. Ça n'a jamais été. C'est difficile pour moi de voir un moment dans ma vie où j'ai été, où je me suis ouverte à la spiritualité. J'ai toujours eu ça dans le et c'est aussi le cas du On papa va des. parler d'Émeric, votre mari. À un moment, vous avortez avant, vous faites un avortement, vous le regrettez. Vous dites, vous faites la promesse de garder le suivant, mais il y a un petit souci avec votre mari, c'est qu'il est atteint de la Corée de Huntington. Je ne connaissais pas du tout, qui est héréditaire, qui est incurable, qui est une affection neurovégétative qui se transmet donc aux enfants, qui peuvent donner des troubles moteurs. Il y en a 5 pour 100 000 en France, il y en a quand même 1800 en France, c'est quand même énorme. Et le fait qu'il soit atteint de ce gène, hein, je veux dire, vous pouvez le transmettre à l'enfant. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous dites sur le fait sur le génisme, quoi. C'est-à-dire de quel droit on peut se permettre de dire qu'un enfant ne naît pas. Et votre mari dit que si on avait appliqué le fait qu'il ne fallait pas qu'il soit là, il ne serait pas là et qu'il est quand même content d'être là. J'ai beaucoup Ouais. aimé ce passage du livre. Ça a été quelque chose d'extrêmement fort pour moi, euh, extrêmement salvateur. Moi, j'ai vécu. Donc, de mon côté, on ne choisit pas nos conjoints et surtout ceux avec qui on fait des enfants par hasard. De mon côté, il y avait beaucoup de mémoires d'avortement dans ma famille. Moi-même, ma mère avait un peu hésité à me garder. Elle n'avait pas non plus pris rendez-vous pour m'avorter, mais elle avait un petit peu hésité. Puis 6 mois avant, elle avait avorté un bébé. Et, euh, et donc, il y avait cette problématique-là, cette mémoire-là du droit de vie, on va dire. Euh, et donc, du côté d'Emeric, il y a ce côté-là avec cette maladie. Et au départ, en fait, à la vingtaine, avant d'avoir des enfants, on comptait vraiment faire le test. Il y a un test in utero à faire pour savoir si l'enfant est porteur du gène. Et s'il l'est, eh bien, ça nous laisse la possibilité d'avorter l'enfant. Et au départ, on pensait que c'était bien d'arrêter l'atavisme, mais on pensait faire ça. Et en fait, le fait que Amélis, donc 9 mois avant la conception, elle se présente à moi et elle m'a montré un peu les étapes de son incarnation et tout ça. Et c'était vraiment tellement sublime, tellement orchestré que je me suis dit, c'est impossible en fait que ce soit, je sais pas, lié au hasard, ou alors même si c'est possible, c'est pas possible de lui dire non. Après tout ce que j'ai vu comme mystère sublimissime qu'elle m'a montré, des choses mais tellement belles, de travail dans le subtil pour préparer la matière qui formera son corps et tout ça, c'était tellement beau. Je me suis dit, je peux pas lui dire, bah non, les statistiques disent que ça sera une vie euh, qui s'arrêtera prématurément, donc non, on préfère que tu la vives pas du tout. Et d'ailleurs, c'est un splendide pied de nez, parce que ça a été par contre très difficile. C'était pas l'avis de tout le monde.
Et du coup, j'ai dû beaucoup porter la culpabilisation de mon entourage pendant quelques mois qui allaient vraiment fort pour nous faire changer d'avis. Donc ça, je le raconte plus précisément dans le livre, mais voilà, ça a été vraiment très fort et ça m'a demandé d'imposer la vie de notre fille. Et en fait, ça m'a aussi fait du bien par rapport à mes mémoires d'avortement de la famille, etc. D'imposer aussi voilà, c'était pas seulement quelqu'un qu'on accueillait, c'était quelqu'un qu'on imposait au monde. Et du coup, ça contrebalançait les avortements. Et puis aussi du côté d'Amérique aussi, ça guérissait un petit peu son arbre, je pense. Et le pied de nez, c'est qu'elle est morte encore plus prématurément parce que la Corée du Huntington, c'est une mort aux alentours. En fait, on commence à être malade aux alentours de 40 ans et en général, ça met 10-15 ans, voire plus, à provoquer la mort. Donc, 3 ans, c'est bien plus jeune que la mort qu'elle aurait connue si elle avait effectivement le gène de la Corée et qu'elle était morte de ça. Donc c'était un beau pied de nez, d'autant plus que ce qui nous a fait savoir par l'IRM qu'elle n'allait pas survivre, c'était que les noyaux gris centraux étaient irrémédiablement endommagés. Et c'est justement ces noyaux gris centraux qui sont atteints dans la Corée du Huntington essentiellement. Donc c'était vraiment... voilà, moi j'ai perçu ça un peu comme un clin d'œil. Que la vie ne se maîtrise pas en fait et la mort non plus et que c'est pas à nous d'essayer de le faire. C'est quand même une épée de Damoclès sur Emmerich, hein. Ah oui. Maintenant on est séparés. Alors bon, c'est pas grave que vous ayez dit mon mari, mais voilà. Maintenant, vous êtes séparés. Et pourtant, quand il y a eu ce problème dans la piscine, c'est quand même Emmerich qui l'a sorti du bain. Et il vous a dit une phrase, il vous a dit, promets-moi qu'on ne divorcera pas. Et vous lui aviez promis. Et, et oui, ça a été très fort. Ça m'a pour pour me séparer de lui, ce qui était devenu très nécessaire à un moment donné, parce qu'on était plus sur la même longueur d'onde et on se disputait beaucoup et c'était vraiment très difficile. Euh, c'est vrai que j'ai dû faire un travail sur cette promesse. Elle était inscrite et ça, c'était assez. C'est devenu enfermant comme promesse parce que bah oui, parce que c'est une promesse que j'ai faite à la fois. Enfin, c'était difficile aussi de dire non parce que c'était à un moment donné où évidemment j'allais pas lui faire mal au cœur en lui disant bah on sait pas, peut-être que si, alors que déjà il y avait des choses difficiles dans notre couple, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que tout ça j'en parle pas dans le livre parce que j'ai fait ce livre un peu aussi comme cadeau pour ces héros qui sont Amélie et Emmerich. Et donc dans une première version, je montrais plus le côté sombre d'Emeric et de notre relation. Et puis en fait, j'ai recentré le sujet sur le lien avec Amélie et j'ai bien fait. Pratiquement à chaque fois qu'il y a la mort d'un enfant, le couple se désagrège, alors que finalement, ça devrait plutôt le rassembler. Mais ça, Alors en fait, c'est vrai que au début, au tout début, au moment du coma, ça nous a rassemblés très fort. Et puis ensuite, c'est quelque chose de tellement intime, un deuil, on voulait le faire ensemble. Et en fait, dès que je voulais qu'il le fasse à mon rythme, ou que il voulait que je sois avec lui, ça clashait en fait, parce que on avait des rythmes différents. C'est tellement le cœur de l'intimité de notre cœur, quoi, que c'était des rythmes différents. Et en fait, c'est qu'on était un couple très fusionnel.
sous plein d'aspects. Et on avait été longtemps sur la même longueur d'onde. Et en fait, la mort d'un enfant, ça nous fait évoluer très vite. C'est comme si on se prenait l'énergie atomique, donc en bombe ou en centrale nucléaire, à nous de voir si ça nous dévaste ou si ça nous booste. Mais, euh, mais du coup, on n'est plus les mêmes. On n'est plus les mêmes qu'avant et, et je crois qu'en fait, tous les deux, on s'est retrouvés. Ouais, voilà, moi, j'étais plus la même que quand je l'ai rencontré du tout. Et du coup, ça collait plus, en fait, de ce fait-là. Oui, en plus, vous dites que vous aimez pas qu'on s'occupe de vous, en vérité. Vous avez l'impression. Vous avez accouché dans un château de votre deuxième fille qui s'appelle Néa, qui a été Oui. aussi vue avant qu'elle arrive, et qu'Amélis a connu quelque temps, puisque finalement, Amélis est partie en juillet, je crois. Ouais, c'est ça. Elles se sont connues tout pile un mois, puisque Néa est née le 13 juin et Amélie s'est décédée le 13 juillet. Donc, physiquement, elles se sont connues un mois. Oui, et donc Amélis vous disait, pensait vous pensiez qu'elle pouvait être jalouse de Néa, qu'il y avait un remplacement, que le remplacement se faisait du vivant de celle qui allait partir, parce qu'elle vous disait qu'elle allait pas rester longtemps. Elle vous l'avait dit dès le moment où elle était dans votre ventre. Ouais, c'est vrai que je n'avais pas pu l'entendre à ce moment-là, mais c'est vrai qu'elle me l'avait dit. Et après, enfin, souvent le soir, elle me disait, Maman, est-ce que je vais bientôt mourir? Non, ma chérie, tu vas pas bientôt mourir. Maman, est-ce que je vais mourir avant toi? Non, c'est moi qui mourrai en premier, toi tu mourras dans très longtemps. Et puis elle me disait aussi, Maman, est-ce que je vais bientôt me faire baptiser? Je lui disais, mais c'est comme tu veux, ma chérie, t'es pas obligée. Tu veux ou pas? Elle dit, non, je veux pas mettre la tête sous l'eau. Et c'est vrai elle est morte tout pile le jour de ses 40 mois. 40 mois, dans la Bible, il y a un rapport avec le baptême, les 40 jours, et tout ça. Et, euh, et ouais, voilà, c'est vrai que c'était. Bah, après coup, j'ai eu l'impression que c'était écrit et qu'elle m'avait prévenu, effectivement. Sur le coup, évidemment, je ne pouvais pas longtemps. Oui, elle avait prévenu son père aussi dans un rêve. Elle lui avait dit de ne pas l'embrasser sur la bouche. Ça, c'est Ouais, quand même étonnant parce il l'a embrassée sur la bouche pour la réanimer. Il a passé un temps fou à essayer de la réanimer. ouais, ouais, ouais. C'était 10 ou 15 minutes, mais 10 ou 15 minutes de ça, c'est un temps incroyablement fou. Ouais. Et ouais. Donc, il y a toute la partie à l'hôpital où ça se passe relativement bien avec les soignants. Il y a une belle équipe. Ah ouais, formidable, vraiment. Vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour eux. Ils ont pas réussi à soigner Amélis, mais ils ont soigné quelque chose d'essentiel, ouais. Ils ont permis de nous impliquer d'une belle façon, ce qui fait que ça, ouais, c'était une superbe équipe. Ouais, Et là, vous faites une chaîne de prière pour essayer de la sauver. ouais, 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 euh, ça s'est très vite répandu. On a demandé un petit peu aux amis, à la famille, à l'école, et en fait, très vite, bah, la mort d'un enfant, ça touche tout le monde. Donc, on s'est mis à avoir des gens qui nous soutenaient, qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam dans des départements éloignés de nous, des monastères chrétiens en Corse qui priaient pour nous, des monastères bouddhistes, des gens un peu partout euh, qui priaient pour nous. Ouais. Ouais. Et ce qui est étonnant aussi, ça c'est le passage qui m'a le plus marqué, c'est que comme elle voulait se marier avec un prince, Mhm. vous faites un mariage alors qu'elle vient de mourir. Racontez-nous. Oui, alors elle vient pas de mourir. En fait, on vient de savoir qu'elle va de toute manière mourir. Mais elle n'est pas morte. Et on se dit, de son vivant, en fait, il faudrait. En fait,
quand le corps médical nous a dit qu'elle ne survivrait pas, j'ai regardé avec objectivité sa vie. Enfin, objectivité, peut-être subjectivité, hein, je suis sa maman. J'ai regardé sa vie et je l'ai trouvée magnifique. Je me suis dit, qu'importe la quantité, la qualité, c'était sublime. Et elle a vraiment été aimée, choyée. Elle a vraiment une très belle vie. Et je me suis dit, est-ce qu'elle a réalisé ce qu'elle avait envie de réaliser? Et je me suis souvenue par une ou deux fois, je lui avais demandé, comme on demande aux enfants souvent, bah, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Elle avait toujours eu la même réponse. C'était je veux épouser mon prince, Fleur de Marguerite. Elle avait un ami imaginaire qui était son prince. Alors, elle avait plusieurs princes, mais elle en avait un principal, c'était lui. Et donc, elle voulait épouser son prince et élever ses nombreux enfants, leurs nombreux enfants. Et donc, je me suis dit, ben, en fait, le rêve de sa vie, c'était ça. Et il se trouve que Fleur de Marguerite, c'est un ami imaginaire, un amoureux imaginaire. Donc, on l'invite quand on veut, en réalité. Et du coup, on a organisé un mariage. On a, on a fait ça en 2 jours. Donc, du coup, il y avait quand même un vrai mariage avec des gâteaux, pas pièce montée, mais quand même bien classe, une playlist, vous savez, les défilés photos et tout ça, tout comme un vrai mariage et tout, pas mal d'invités. Et puis, elle, on l'avait. Donc, elle était restée à l'hôpital, évidemment. Hein, elle était, complètement entre la vie et la mort. Mais on l'avait coiffée, maquillée, mis du vernis à ongles, euh, une bague de fiançailles. Il se trouvait que, justement, ma bague de petite fille était en forme de marguerite, comme de par hasard. Donc, c'était parfait, vu que son prince s'appelait Fleur de Marguerite. Donc, c'est ça qui a fait l'alliance. Et puis, c'est Amérique et moi qui avons organisé la cérémonie rien qu'entre nous, puisque c'était quand même époque coronavirus, tout ça. Hein. Donc, du coup, on n'avait pas le droit d'être nombreux dans la salle. Donc, on n'était que tous les deux et puis ces poupées pour la cérémonie. C'est un très, très beau moment. Un très, très beau moment de reliance. Et moi, je crois véritablement que le jeu et la joie, et je pense que c'est le cœur du message du livre, en tout cas un des cœurs du message du livre, que le jeu et la joie euh, sont possibles dans tous les moments, et quand on arrive à à les amener jusque dans tous les moments, eh bien c'est la vie qui gagne sur la mort, c'est la vie qui gagne sur la maladie, c'est la vie qui gagne sur les épreuves. Et là, du coup, il y avait le fait de réussir à jouer comme des enfants. Moi, j'ai vraiment été... vous savez, les enfants, ça a ce sérieux dans le jeu, ça s'y croit à fond. Et je me suis vraiment investie comme une enfant dans ce jeu-là, que j'ai joué à fond. Et ça, j'ai, pour moi, c'était vraiment une victoire, ouais, sur la mort. Une victoire de l'amour et de la joie. Et ouais, et vraiment, les dialogues ensuite que j'ai eus avec Amélis post-mortem, on va dire, enfin, les dialogues dans l'invisible, moi, ce que j'en retire, et peut-être les lecteurs en retireront autre chose, chacun s'inspirera là où il a besoin d'être inspiré. Mais moi, ce que j'en retire, c'est c'est surtout ça, c'est ce jeu et tu existes pour que M puisse être possible. C'est-à-dire, la vie est un jeu, la dualité est un jeu. En fait, je ne suis pas tant que ça Emma, elle n'était pas tant que ça Amélis, mais on a joué à être Emma et Amélis pour pouvoir s'aimer et faire voyager cet amour dans tous les instants qu'on a vécus. Donc, les instants, au final, c'est difficile de pouvoir continuer à avoir le cœur ouvert dans la mort de son enfant, c'est vrai. C'est aussi difficile dans le quotidien des jours qui s'enchaînent, quand on a peur d'être en retard pour aller à l'école et au travail, quand on a des soucis quotidiens, etc. À se rappeler que la vie est un jeu fait pour qu'on s'aime.
c'est une affaire de tous les jours, dans les épreuves, dans le quotidien et dans l'ennuyeux, dans aussi le joyeux. Voilà, ouais. Page 323, vous écrivez, quand je l'ai vu mourir, puis que son cœur est reparti, mon petit cœur de mère lui a promis un miracle. Justement, vous nous y avez aidés par vos prières et c'est elle qui l'a fait, mais pas là où on l'attendait. Son miracle n'était pas de revivre dans son corps, mais de faire mourir la mort. C'est le titre du livre, La petite fille qui fait mourir la mort. Oui. À un moment, elle vous dit aussi, Maman, quand tu regardes le ciel, qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois pas papa, tu ne vois pas toi, tu vois que moi et les autres morts. Pourtant, toi aussi, tu es dans le ciel et papa aussi, et Néa, la petite aussi. C'est juste que vous n'êtes pas que dans le ciel. C'était merveilleux de l'entendre pour moi. Moi, je l'écris dans le début du livre. Et pour moi, quand moi je regarde mon livre, je le vois pas comme un livre sur la mort d'une enfant. Je le vois comme un livre sur la reliance entre les mondes, en vérité. Et par la naissance et la mort qui en sont des portes, fermées ou ouvertes selon ce qu'on veut y voir, euh, selon si on veut voir des fins ou juste des recommencements. Mais en tous les cas, moi, depuis toute petite, je pouvais être, soit enfant, soit adulte, je pouvais pleurer juste du simple fait d'être incarnée, de sentir cette famille d'âmes qui me manque, ce vrai chez moi qui me manque. Et grâce à sa naissance, j'ai pu être en lien avec ces mondes-là, donc avant la conception et tout ça. Mettre au monde mes enfants m'a aidé à me relier à ces mondes. Et ensuite, le, pour le chemin d'arrivée, l'aller, et puis pour le chemin retour, de la même façon, ça m'a aussi aidé à me relier à ces mondes. Et puis au final, au départ, j'avais l'impression d'aller vers ces mondes-là, de la rejoindre là-bas. Puis petit à petit, j'ai compris qu'en fait, non, je reprenais conscience de quelque chose qui était en moi, mais en fait, je n'allais nulle part. En fait, on est aussi grand que ça. On a des montagnes immenses et des immeubles, je sais pas, et on a conscience que du rez-de-chaussée, mais ouais, il y a une part de nous qui est ciel. Depuis ton dernier souffle, j'ai à chaque instant le même choix à faire. Soit tu es ma petite fille morte et tu n'es plus là, soit je te laisse être cette âme qui se renouvelle sans cesse, choisissant ainsi de reconnaître ton immortalité. Mm. Il y a aussi un passage sur la mort. Page 106, il y a une solitude quand on meurt et quand on est. Mourir, c'est une réunion à soi-même. Ouais. La solitude quand on meurt, je veux bien la croire, mais la solitude quand on est. Hein, la solitude quand on est, pour avoir accompagné pas mal de gens réveillés. Donc moi, j'ai été formée pour accompagner des gens réveillés. Et j'ai moi-même revécu ou fait revivre la naissance des gens ou leur vie in utero et tout ça. Et ouais, c'est vraiment un moment de solitude. C'est vraiment souvent un moment qu'on croit assez idyllique, mais que la plupart de ceux qui le revivent vivent comme un- une coupure, un amoindrissement, une coupure des mondes qu'on quitte. Et d'un coup, notre vision qui était à 360 devient juste par des petits yeux mal formés, tout flou. Notre perception euh, qui était immense, et ben, devient amoindrie. Et en plus, c'est tellement un monde difficile que, en plus, on se l'amoindrit encore plus. On voit les enfants sont sensibles et puis petit à petit, ils se, souvent, ils se ferment, ils ferment leur perception parce que c'est pas hyper facile d'avoir tout ouvert dans ce monde-là, quoi.
Ouais. Donc il y a beaucoup de solitude, ouais, dans la naissance. Oui, elle regarde ces bébés qui nous regardent comme si ils Mhm. voyaient autour de nous, c'est extraordinaire. Et puis bon, le fait de passer le tunnel, moi je sais que j'ai revécu ma propre naissance, c'est-à-dire le tunnel. Il y avait un petit bout de lumière au bout, là, il fallait que je pousse comme une malade. Mais c'est la même chose que la mort, sauf que c'est plus Ouais. difficile parce que ça dépend de l'ouverture de la maman aussi, si elle nous laisse sortir ou pas. Alors, les rêves éveillés et les échanges de rêves, vous en parlez, c'est quoi d'échanger ces rêves? Alors, échange de rêves. À quel moment je parle de ça? Euh, je pense que j'échange un rêve avec une femme. Une amie à vous, oui, parce que vous n'avez pas la réponse à je ne sais plus quoi. Ouais, échanger un rêve, ça veut dire que comme on était toutes les deux formées à être accompagnatrices en rêve éveillé, euh, du coup, un coup c'était pendant une heure, c'était moi qui la guidais et elle qui rêvait. Puis pendant l'heure d'après, c'était elle qui me guidait et moi qui rêvais. Après, j'ai aussi fait toute seule, mais c'est vrai que euh, souvent j'ai quand même avec plus de facilité plus loin quand je suis accompagnée. Ouais. D'accord, on revient au moment de sa mort, on vous demande si vous voulez donner les organes. Il y a aussi tout Ouais. un passage là-dessus qui est assez intéressant. Vous la touchez, c'est-à-dire que une fois qu'elle est partie, vous touchez son corps pour voir où sont les énergies. Ouais, ouais, ouais. Ah bah ouais, moi j'ai. En vérité, la mort m'a jamais fait peur. J'ai jamais cru à la mort depuis petite. J'ai jamais pleuré à l'enterrement. Ça peut choquer certains, mais j'ai jamais pleuré même à l'enterrement de ma fille, parce que j'ai jamais vraiment trop cru à la mort. Et du coup, quand j'ai l'occasion d'avoir un cadavre, un mort, un corps sans âme, eh ben, c'est mystérieux et évidemment que ça attire ma curiosité. Moi, du coup, je suis formée en ostéo à sentir des mouvements de vie qui sont dans tous les organes, tous les os, tous les liquides du corps, etc. Et j'avais déjà essayé de sentir sur sur des morts que j'avais pu voir dans mon entourage, j'avais déjà essayé de sentir que, en fait, quand quelqu'un est vivant, ça fait des mouvements grosso modo comme ça, pour simplifier. Et avec un peu des dysfonctions parfois, avec quelque chose de très vivant et du coup des aspérités, des choses comme ça, etc. Parce que c'est vivant, donc voilà. Quand c'est mort, ça fait comme une vague qui n'en finit plus, comme ça. Quand ça vient juste de mourir, ça n'en finit plus. Et quand et en fait, j'avais jamais eu ce stade extrêmement particulier de la vie qui continue sans l'âme dedans. Quand on nous a demandé pour les dons d'organes, évidemment, euh, moi, j'ai tout de suite pleuré parce que j'ai trouvé ça extrêmement beau. J'avais porté ce petit corps. C'était moi qui en avais donné les briques quand elle était dans mon ventre. Donc tout de suite, au-delà d'Amélis, il y avait cette histoire de grossesse qui se continuait dans des inconnus dont ça allait sauver les vies. Donc ça m'a fait pleurer de beauté. Et en même temps, j'ai voulu être sûre que ça dépossède pas Amélis, qui serait pas encore trop montée, que ce soit pas choquant pour elle de donner un tout de suite ou un foie. Et donc, du coup, j'ai voulu voir, euh, j'ai écouté le corps d'Amélis. Et en fait, son cerveau qui était mort, donc c'est une mort cérébrale, et le reste est vivant grâce aux machines. Son cerveau faisait la vague sans fin. Son cerveau était effectivement mort. Par contre, tout son corps j'ai jamais vu ça, jamais, était
parfait, dans un mouvement d'horloge suisse. Si vous voulez, quand on écoute un corps humain, le corps humain, ou même autre chose que humain, hein, animal, plante, ça réagit à notre écoute. Parfois, ça prend un petit peu plus de temps. Parfois, ça nous montre une petite souffrance ou bien une joie, etc. Ça réagit. C'est pas de l'horloge suisse, c'est pas un métronome. Et là, d'un coup, il n'y avait plus rien dedans. Ça fait pop, pop, pop. Et j'ai été profondément marquée ouais, de voir ce mystère de la vie sans vie. Ouais. Elle était branchée à ce moment-là? Elle était encore branchée à ce moment-là pour pouvoir conserver les organes. Et donc, elle était cliniquement vivante. Ah non, cliniquement, je sais plus comment on dit, mort cérébrale, quoi. Elle était morte, son cerveau ne répondait plus, mais son corps était vivant. Et du coup, ça a permis de donner des organes bien vivants, mais complètement neutres. Il n'y avait plus rien d'elle. Je sens j'ai le don de pouvoir sentir les mémoires. Donc ça, c'est au-delà de ma formation d'ostéo. Quand je pose les mains, je sens les mémoires de colère, de trahison, de machin, voilà, dans les organes. Là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était étonnant à quel point il n'y avait rien. Alors, je dis pas, peut-être pour... je, je, j'en fais pas une vérité générale. C'était une enfant de 3 ans. Peut-être que quelqu'un de, je sais pas, 70 ans, peut-être aurait tendance à moins partir comme une fusée et à laisser plus de mémoire dans ce corps-là, dans son corps. Mais pour elle, ça n'a pas été le cas. Je l'avais écoutée, je lui avais fait un petit peu des séances d'ostéo avant, pendant son coma. Et ça réagissait, comme je disais, avec de la là, ça réagissait à mon écoute et là plus. Est-ce que vous aviez, est-ce qu'il y avait en dehors de ce toucher du corps, est-ce qu'il y a eu des perceptions au niveau, parce que la conscience, elle était autour, la conscience d'Amélie, le cerveau peut être soi-disant mort cérébrale et la conscience, elle n'est pas dans le cerveau. Donc, je veux dire, est-ce que vous avez perçu qu'elle était autour? Ah oui, ouais, bien sûr. Oui, oui. Elle était autour, mais elle n'était pas autour de son corps. Euh, j'ai une petite anecdote à ce propos, mais oui, je l'ai sentie pendant tout le coma, on va dire, presque. Il y avait des moments peut-être où elle était plus loin que papa-maman, mais elle était quand même beaucoup présente là, mais jamais dans son corps. Je sentais que son corps était trop froid pour qu'elle y rentre vraiment. Et d'ailleurs, je le disais à voix haute à l'intérieur de ma tête, je lui disais, oui, je sais que ça doit être dur pour toi d'avoir ce corps froid, tout abîmé, t'en fais pas, on est en train de te le réparer, tout ça. Et à un moment donné, il y a une infirmière qui me dit, c'est un moment aussi que je t'écris dans le bouquin, une infirmière qui me dit, vous voulez faire une sieste avec elle? C'était quelque chose qu'on faisait souvent, une sieste toutes les deux, et ça m'a trop parlé. Et, euh, et même, elle a été un peu en peau à peau. Bon, j'étais pas complètement nue, mais je me suis débrouillée pour être quand même un peu à moitié torse nu pour avoir vraiment sa peau contre la mienne. Et ouais, sa peau, la température était gérée par une machine, son odeur était l'odeur des onguents médicaux. Il y avait rien qui, c'était pas vraiment, enfin voilà, c'était pas comme d'habitude, très loin de là. Mais ça m'a fait un bien fou. J'étais heureuse. J'étais sur un petit nuage de faire cette sieste avec elle. Je m'endors comme ça avec elle. Et puis je me réveille avec cette phrase d'Amélis qui me réveille en me disant, bon, bah voilà, le jeu, ça suffit. T'as assez joué à ça, à faire la sieste avec moi, mais tu sais bien que je suis pas dans cette chambre, que je suis pas là. Et que et vraiment cette idée que quitter cette chambre n'était pas la quitter, quoi. Et donc on allait dormir à- ailleurs. Et il y en avait de la famille ou quoi à qui ça faisait très mal de quitter le corps d'Amélis dans la chambre d'hôpital pour aller se ressourcer à, à l'appartement. Et, et nous, à la fois, moi j'adorais voir son petit corps, mais en même temps, elle n'était pas plus.
dans la chambre d'hôpital que dans l'appartement. Elle était là où on était si on avait envie, quoi. Et, euh, et au moment de son mariage, là, c'est le moment où je l'ai le plus senti. Elle est venue me faire un câlin, vraiment à taille de sa taille, c'est-à-dire ses bras contre mes hanches. Elle m'a fait un câlin comme ça. Je l'ai tellement senti, c'était très fort, très fort. Et puis après sa mort, pendant quelques mois, elle était aussi très, très présente dans une présence dense. Parfois, je changeais la couche de Néa ou quoi. Hop, elle s'invitait, elle était là, vraiment, vraiment là. Et puis après, c'est de plus en plus monté, 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 jusqu'à être très rarissime, des présences aussi denses que ça. Elle vous parle des larmes à un moment. Elle dit, quand elles viennent du cœur, les larmes allègent et sont accueil, abandon de soi dans le présent, et alors c'est bienfaisant et salvateur. Mais quand elles viennent de la tête, elles ramènent au passé qui n'est plus ou au futur qui ne sera pas, et coupent ainsi du présent et de la vie. Si tu pleures en pensant à hier ou à demain, ce n'est pas juste. Ouais, C'est difficile aussi de ne pas penser à hier et à demain quand on vient de perdre un enfant quand même. ouais, mais c'est la clé. C'est la clé. C'est ça qui a fait que je me sens très heureuse aujourd'hui, je me sens avoir une vie magnifique et que je suis pleine de gratitude pour ma vie. Je pense que j'aurais pu, si si je m'étais identifiée à, à mes regrets des projections que j'avais fait pour un futur possible avec elle, eh ben j'aurais vécu ce paradigme que tout le monde dit, on ne guérit jamais de la mort d'un enfant. La clé, c'était le présent. La clé, c'était que quand je souffrais, parce qu'évidemment, bien sûr, j'ai souffert le martyre de perdre mon enfant, mais euh, je restais pure dans cette souffrance. Je restais à 100% dans cette souffrance. Je la, J'essayais pas de l'arrêter par le mental, ou de la justifier, ou de la soigner par le mental. Juste, j'étais purement en souffrance pendant quelques instants. Et une fois que cette souffrance était écoutée, était accueillie, elle s'évanouissait. Je pouvais de nouveau être dans la joie de l'aimer, en fait, et dans la joie de la vie. La vie et la présence, c'est de la joie pure. Donc, du coup, même au cœur du deuil, il y a eu vraiment des grands moments de joie de vivre, parce qu'en fait, la vie, c'est de la joie. Mais c'est vrai que quand on essaie de la maîtriser, parce qu'il y a des moments qu'on préfère, qu'on trouve positifs, et des moments qu'on trouve négatifs, et des émotions qu'on trouve positives et des émotions qu'on trouve négatives. Dans ce cas-là, on bride la vie et on se coupe de sa joie, en fait. C'est difficile. Je comprends cette phrase, que c'est difficile, mais en fait, je crois que notre bonheur est à notre portée, mais il demande le prix de notre courage, en fait. Et le courage, c'est d'oser être à 100% dans la vie, même quand elle fait mal. Et du coup en fait, elle permet qu'on soit dans ce flux de vie, dans cette source de vie qui en fait, nous apportera la joie et l'amour. Oui, avec page 355, là, je sentais que j'avais besoin de vivre avec le plaisir de vivre, d'inviter Dieu à vivre les plaisirs plutôt que de les lui sacrifier. Ouais, j'ai bien aimé cette phrase aussi. Et puis, donc, il y a des communications avec elle, elle vous dit ce qu'elle fait là-haut. À un moment, elle vous dit, une autre fois, tu m'as amené au bord d'un lac et m'a montré que vous cultiviez dedans de nouveaux paradigmes de pensée afin d'ensemencer le mental des humains pour préparer le monde à venir. Et puis, donc, par exemple, une autre fois, tu m'as dit préparer avec beaucoup d'autres âmes la venue d'un être très spécial qui viendrait apporter une nouvelle lumière au monde. Il y a un travail qui se fait là-haut sur nous. Ouais, ouais. Ah ben,
on n'attend pas du tout de ce que j'ai pu voir. J'ai vu ces mondes-là comme une petite fille regarderait à travers le trou d'une serrure et essaierait de décrire le, le pays qu'elle a vu. Donc, c'était une toute petite vision. Mais de ma petite vision humble, je vois bien que là-haut, on ne se tourne pas du tout les pouces, on fait des choses et tous très différents les uns des autres. On a comme des métiers, des visions. Métier, c'est pas le bon mot évidemment, mais des, ouais, des vocations peut-être, c'est un meilleur mot. En fait, on est tellement appelé à que c'est naturel. On est ça en fait. Oui, il y a aussi ça. Qu'avais-je accompli par amour? Qu'avais-je fait par peur? À la lumière de cette réflexion, j'ai vu combien ma peur concernant la maladie et la mort d'Emeric avait trop souvent dicté mes paroles, mes actes et mes silences. Je n'avais pas suffisamment pris en compte et écouté sa souffrance, son deuil pour sa maman, sa propre peur de mourir. Je voulais trouver une solution, toujours avancer, le guérir, le sauver, ce qui m'avait empêché d'être véritablement dans l'amour, car tout cela était motivé par la peur. Qu'aurait fait l'amour à ma place? Qu'est-ce que Ouais, fait l'amour à notre place? ouais. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. En fait, c'est justement ce que je disais, le cœur de ce livre. Pour moi, c'est je et tu existes pour que M puisse être possible. Donc, le fait que je sois quelqu'un, c'est un jeu. C'est un jeu JEU. Et le fait qu'il y ait d'autres que j'aime aussi sont un jeu. Nos identités sont un jeu. Et on joue à un grand théâtre où on se prend au jeu et on joue à des drames ou à des comédies. Et, euh, et en fait, dans l'amour, ce miracle-là, c'est de se souvenir que c'est un jeu et qu'en fait, en vérité, on est un. Et l'amour, pour moi, il est ce catalyseur. Alors, catalyseur en biochimie, c'est ce qui permet de passer d'un état à un autre. Et parfois et inversement. Et je pense que l'amour, c'est ce qui a permis, c'est ce qui a motivé la dualité, c'est-à-dire pour se connaître, l'unité, c'est séparer en dualité pour se voir, et pour pouvoir s'aimer, s'apprendre, et apprendre à s'aimer dans tout le champ du possible. Et en même temps, dans l'amour, quand on aime vraiment quelqu'un, quand on est vraiment dans l'amour, on a ce goût d'unité. On a ce goût d'unité. Et du coup, que ferait l'amour à ma place? L'amour, il est à la fois accueil de la dualité, mais accueil qui reconnaît l'unité. Et du coup, c'est un accueil joyeux. Et du coup, je pense que, ouais, pour moi, c'est très inspirant de me demander ça. Et je me le demande de manière intuitive, un peu en attendant la réponse du tac au tac, parce que parfois c'est pas la réponse gentille. Parfois, c'est l'amour n'a pas enfin, moi, ce que je ressens, c'est que parfois, l'amour n'aurait pas fait la chose la plus gentille, mais celle qui apportera la plus grande croissance d'amour et de conscience. Vous écrivez que la peur de la mort semble bien être l'origine de l'ego et tout tourne autour d'elle en se déguisant en peur de l'abandon, du manque, du rejet, etc. Mais au fond, l'ego est le mode automatique de l'être visant tout entier à la survie de la personne, donc toutes ses lubies et tout ce qui le constitue proviennent de cette peur-là. Ainsi, pénétrer le mystère de la mort nous transmute. C'est une histoire d'ego, la peur de la mort. Ben oui, parce qu'on n'a pas envie de disparaître. Mhm. Oui, en fait, la mort n'existe pas. La mort, enfin, la mort existe dans le sens où il y a des transformations, il y a des morts symboliques, il y a des morts euh, il y a des changements de vie qu'on peut vivre, même comme des morts parfois, hein, des gros changements de vie. C'est comme Ben oui, une mort à ce que j'étais.
Et il y a des morts plus radicales, plus physiques. Et même après la mort d'Amélis, j'ai senti qu'elle aussi, elle avait des étapes comme ça où elle mourait entre guillemets à ce qu'elle avait été et elle allait dans un autre plan et hop, elle devait lâcher encore une fois et elle allait dans un autre plan. Je pense que c'est c'est vraiment quelque chose de sans arrêt, une loi de la vie, que tout est transformation comme ça. Et en fait, quand on comprend que la forme se transforme, du coup, la mort est comme nécessaire à cette transformation. Et si on l'accueille de cette façon-là, mais qu'on sait que la vie, elle, par contre, est éternelle, elle n'est pas l'opposé de la mort du tout. Euh, elle est juste, euh, comment dire, pétrie par la mort, presque, je dirais. Eh bien, c'est pas du tout vécu pareil. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je n'ai jamais pleuré un enterrement. Je n'ai jamais, pourtant, je suis pas bardée au niveau des émotions, hein. Je pleure parfois pour trois fois rien, qui m'émeut de beauté. Mais dans les films où on fait mourir Jack devant Rose, etc., c'est pas ce moment-là qui va me faire pleurer, moi. On meurt, ça me fait pas pleurer. On est bien un peu obligé de mourir à l'enfance sans l'oublier, à l'adolescence, à notre jeunesse. On n'arrête pas de mourir à soi aussi, hein. Et ouais, il faut apprendre à mourir. C'est vraiment nécessaire d'apprendre à mourir tous les jours. Ouais. Il y a eu un troisième enfant qui est né là, je crois, non? Il est né, Oui, le petit garçon. oui, il a 2 ans et demi maintenant. Comment ça se passe? Parce il y avait toujours cette épée de Damoclès avec cette maladie de la Corée de Huntington. Donc, est-ce que ces deux-là, vous avez fait des tests ou des choses comme ça? Non, 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 vu qu'on n'en avait pas fait pour Amélie, on n'en a fait pour aucun. Voilà. Ok. Il n'est pas D'accord. que un sache et que l'autre non, on ne ferait pas ça juste. Parce que de toute manière, c'était toujours le même deal, hein. Donc, si on sait qu'il a l'épée de Damoclès, est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on ne le garde pas? Et de toute manière, il était plus possible, moi, de tuer un enfant dans le ventre. Voilà, c'était plus possible. Je suis désolée si je dis un mot aussi fort et je ne juge absolument pas les parents qui font un choix ni de l'interruption médicale de grossesse, ni de l'interruption volontaire de grossesse. Pas du tout. Il n'y a vraiment pas de jugement derrière ça, derrière ce que je viens de dire. Mais moi, je ne... C'est un choix. Voilà. Les gens font son choix. C'est au-delà d'un choix. Ça pourrait plus être... c'est c'est ma chair qui a choisi. Voilà, j'ai contacté des, grâce à Mélisse surtout, j'ai contacté des mystères de l'incarnation qui font que sachant cela jusque dans ma chair, ça s'est vraiment inscrit dans ma chair. C'était vraiment des moments très très forts où je sentais que quand on faisait quand elle venait me voir avant sa naissance, là pendant la grossesse ou même avant la grossesse, ma chair vibrait, j'avais l'impression parfois on me massait le cerveau, que mon cerveau était comme du chewing-gum et tout ça, que mon taux vibratoire montait. Du coup, j'avais vraiment c'était très très fort au niveau de mon corps. Et c'est comme si c'était inscrit dans mon corps, ces mystères-là. Je ne peux plus, ce ne serait plus un choix mental. Voilà. Est-ce que vous continuez à communiquer avec elle? Est-ce que vous continuez? C'est devenu extrêmement rare, en fait. Euh, euh, Oui, parce qu'à un moment, elle vous demande de grandir, elle vous demande un peu de la lâcher. Enfin, c'est un grand mot. Mais elle vous dit qu'il faut qu'elle monte, qu'elle a aussi un travail à faire. ouais. Et puis, elle me dit, et moi j'étais d'accord avec ça à ce moment-là, en fait, il y avait un à quoi bon, le jeu était chouette. À un moment donné, elle donne cet exemple-là et j'adore. Les enfants qui jouent, quand on leur dit allez à table, ils disent non, attends, hein. Ils veulent jamais arrêter leur jeu. Puis bon, on arrive à finalement à les amener à table, puis ils pensent plus à leur jeu, et puis ensuite bah, ils jouent à un autre, et puis c'est OK.
Et pourtant, quand elle était dans la piscine, elle a quand même demandé à vivre et s'est sentie abandonnée. C'est-à-dire, elle pensait qu'il y avait un des adultes qui allait venir la chercher. Donc, elle avait quand même envie de vivre. Bien sûr. Et heureusement, elle était heureuse de vivre, elle avait envie de vivre. Et je pense que même si je pense que la peur de la mort, si on fait un travail sur la peur de la mort et qu'on arrive à transmuter la peur de la mort, c'est pas en, en nous coupant de cette envie de vivre. Évidemment que avant ça, on se débat jusqu'à ce que on essaie que la vie gagne. Au dernier moment. Voilà, jusqu'au dernier moment. De toute manière, la vie gagnera autrement, elle est éternelle, mais on essaie que la vie, ben voilà, on va pas tout de suite déposer les armes. Par contre, quand on voit que c'est plus possible autrement, On ben, lâche. on peut lâcher dans la joie. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Emma Mira. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voudrais rajouter que, en fait, souvent, ben, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais c'était pour le redire quand même. Souvent, on me dit de mon livre que c'est un livre sur la mort d'un enfant, sur une femme qui a réussi à traverser le deuil, un couple qui a réussi à traverser le deuil de la mort d'un enfant. Et donc, du coup, parfois, on me dit, oh, ben, c'est bien, ça peut aider les familles endeuillées, etc. Comme si je l'avais écrit pour ça. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment pas pour ça que je l'ai écrit. C'est pas un livre sur la mort, c'est un livre vraiment sur la vie qui est un jeu, qui est de la joie, qui est de l'amour, qui est un jeu pour faire voyager l'amour et à travers les mondes. Et du coup, la naissance et la mort n'arrêtent pas l'amour et n'arrêtent pas la vie. Et c'est vraiment ça le cœur du livre. Euh, D'ailleurs, ceux qui l'ont lu souvent me font la. Beaucoup de gens qui l'ont pas lu me disent, oh là là, je suis pas prêt. Je sens que ça va trop me toucher. Et ceux qui l'ont lu me disent, effectivement, j'ai beaucoup pleuré, mais au final, c'est léger. Il y a quelque chose de léger. Il y a quelque chose évidemment de très profond. Mais c'est aussi léger, c'est aussi, on en ressort, je crois, aussi avec de la joie de vivre. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu donner. Euh, et, euh, et voilà, ouais, vraiment, ce- c'est ça que j'ai voulu transmettre, cette joie de vivre. Ouais. La petite fille qui fit mourir la mort aux éditions Mama Édition dans la collection Témoignages. Un gros, gros, gros livre à découvrir ou à redécouvrir pour ceux qui l'auraient eu et qui auraient abandonné au bout de quelques pages. Parce qu'au début, vous faites beaucoup de, comment dire, de canalisation et ça peut paraître un peu difficile pour certains, mais je leur conseille d'avancer plus dans le livre parce qu'il y a plein de perles dans ce livre. Merci à vous, Emma Mira. Il y a un site internet, quelque chose où on peut vous trouver. Non, non, j'ai pas de ça. Non. Ouais. Peut-être en thérapie quand même, je veux dire. Bah, en thérapie, je m'appelle Emma Sossol. Sossol, S-A-U-2-S-O-L. U-S, U-2-S-O-L. et vous êtes Voilà. où? Et je suis à Alès. Je peux faire aussi des séances à Téléphone. distance. Ouais. Ouais. Et après, il y a le petit paradis sur Terre. Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait suffisamment d'actualité. Mais Oui, ça c'est une chaîne YouTube, hein, Le Petit Paradis sur Terre. ouais, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas encore assez d'actualité. Mm. Est-ce que je peux juste rebondir sur le fait de ces canalisations au début comme ça? Ouais. Ouais. Je sais que le début du livre, je pose tout de suite quelque chose de très céleste. Et je savais il y a, il y a des gens que ça perdrait au départ. Oui. Et en même temps, pour moi, c'était une évidence un peu non négociable de commencer comme ça. Je crois que mon livre, il est fait pour
comme je disais, réunir les mondes et du coup tisser terre-ciel. Donc du coup, il y a beaucoup de ça, en fait. Je démarre au ciel, puis après on va dans quelque chose de plus organique avec ses grossesses, avec ce vécu, etc., avec le deuil, avec tout ça. Et toujours, il y a cette respiration avec les canalisations d'Amélis, où d'un coup, on est dans un dialogue hors du temps avec une enfant âme, un peu ange. Et voilà, c'est vraiment cette respiration qui, je voulais que ça provoque quelque chose. Pour moi, c'est fait pour provoquer justement ce qui m'a sauvée, moi, c'est-à-dire une sorte de recul sur. C'est pas un recul où je me coupe de la vie, mais un recul où je vois que la vie est plus grande que juste ce que je vois par mes yeux, ce que je sens par mes sens. Et c'est pourquoi j'ai fait ce côté-là avec beaucoup de canalisation, c'est pour essayer de, par ce rythme-là, provoquer ça chez le lecteur. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Emma Mira. Merci. Merci à vous.